Il y a une semaine, Mediapart publiait donc une enquête sur de graves dysfonctionnements des institutions dans une affaire de pédocriminalité dans une école parisienne. On revient ce soir sur cette enquête avec toi, Marine. Tu la signes avec Patricia Neves et c'est le fruit d'un an de travail. On en parle aussi avec vous, Maître Grimaud. Vous êtes l'avocate de plusieurs familles de victimes présumées. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Et on avait aussi convié le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, ici sur ce plateau ou à notre micro à sa convenance, pour évoquer avec lui le difficile recueil de la parole des enfants. Mais il a décliné notre invitation et on le regrette. Ce dont on va parler est difficile à entendre, mais important. J'expose rapidement les faits. 13 enfants de l'école maternelle Paul Dubois, dans le 3e arrondissement de Paris, ont été auditionnés dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle et viol sur mineurs qui vise un animateur, lequel a été suspendu et reste bien sûr présumé innocent. J'ajoute d'ailleurs que l'une de ses avocates, maître Sonia Benyounès, qui n'a pas souhaité apparaître face caméra, nous fait savoir que l'animateur dément fermement toutes les accusations. D'ailleurs, Marine, votre travail avec Patricia ne visait pas à déterminer s'il avait ou non commis ces crimes et délits. Cela ne sera pas non plus l'objet de ce plateau ce soir. Ce dont il est question dans cette enquête et ce dont on va parler ce soir, c'est comment à chaque niveau, école, mairie, police, justice, les institutions ont failli. Et comment vous, maître Grimaud, vous avez tout fait pour pallier ces dysfonctionnements. Marine, c'est une affaire où il est question de la parole des enfants. Comment tu as travaillé et pourquoi, Mediapart on reçoit beaucoup de signalements, pourquoi ce dossier-là ? Alors, ce qui nous a paru intéressant, c'est de voir que ces affaires de pédocriminalité, elles sont souvent traitées dans les autres médias à la rubrique faits divers. Et que rarement on raconte ce qui se passe après les faits dénoncés, ce qui se passe à côté, et notamment le traitement de ces dossiers par les institutions, la police, la justice, l'éducation nationale, la mairie, en l'occurrence la ville de Paris, qui est l'employeur de cet animateur dans cette affaire. Donc on a voulu un peu se pencher là-dessus et sur ce qui était avéré. Ce qui est avéré aujourd'hui, ce sont les dysfonctionnements dans ce dossier. Ça, ce sont des faits. On a pu démontrer dans notre enquête avec Patricia que des plaintes ont été refusées par les policiers, refus d'enregistrement de plaintes, qu'il y a eu des omissions. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se présentent et qui on leur dit pas la peine de... Ça veut dire que plusieurs familles nous ont affirmé qu'on les avait dissuadés de déposer plainte, et on révèle aussi un enregistrement qui en fait montre que la policière de la brigade des mineurs ne souhaite pas prendre 4 plaintes qui est évoquée par vous, Maître Grimaud, et on y reviendra. Donc on est en mesure de dire que des plaintes ont été refusées, mais ce n'est pas le seul dysfonctionnement. Le dysfonctionnement dans cette affaire, il part dès le départ. En février 2019, l'enquête préliminaire est ouverte dans cette affaire par le parquet de Paris. 3 familles sont plaignantes après les déclarations d'un enfant à sa maman, puis de 2 autres. L'enquête se déroule durant 3 mois. Elle est très rapidement bouclée. 2 heures après la garde à vue de l'animateur mis en cause, les policiers rendent leur enquête au parquet de Paris. Cette enquête, elle a été, d'après nos éléments, nos investigations, totalement bâclées, des plaintes refusées, mais aussi des enfants qui, dès le départ, n'ont pas été examinés par les unités médico-judiciaires, ce qui est traditionnellement le cas dans des affaires où les faits dénoncés sont si graves et importants. Et puis aussi, les auditions, elles ont duré pour certaines, les auditions des enfants, moins de 15 minutes, alors que justement, il y a un protocole dans ces auditions d'enfants à respecter qui s'appelle le protocole Nietzsche, qui doit se faire un peu en 3 phases. Et là, on voit que en 15 minutes, parfois, ces auditions sont expédiées et que dans les procès-verbaux, parfois, il n'y a même pas les questions et les réponses. Il y a un simple résumé d'à peine une dizaine de lignes. Ce qui fait tout basculer en fait dans cette affaire et ce qui va faire rouvrir le dossier, ce sont des signalements en juin 2019, des signalements de médecins sur 2 enfants d'une même famille qui sont dans cette école, qui ont côtoyé comme d'autres l'animateur mis en cause aujourd'hui, et ces signalements de médecins font état de lésions physiques. Cette famille, elle s'était présentée à la brigade des mineurs en juin 2019 à 2 reprises. La mère de cette famille dit qu'on lui a refusé son enregistrement de plainte et un examen par les unités médico-judiciaires. Alors, dans cette affaire, Maître Grimaud, vous avez dû batailler pour obtenir la réouverture du dossier. Dans cette affaire et dans plein d'autres, en réalité, puisque cette affaire-là n'est pas un fait divers, comme on le dit, elle vient être le réceptacle de tout un système de dysfonctionnement que nous connaissons, nous, dans nos cabinets depuis pas mal d'années, et qui est vraiment à l'œuvre au sein de cette juridiction de Paris et de ce service de police.
Il a fallu batailler puisque l'avocat a peu de choses en sa possession. Dès lors qu'une enquête préliminaire se déroule, l'avocat ne peut que accéder à cette enquête par l'intermédiaire d'échanges téléphoniques avec le service enquêteur, ce qui va avoir lieu une seule fois. Mais hormis ça, elle ne peut pas avoir de prise ni de contrôle sur les investigations. C'est qu'une fois que l'enquête est classée sans suite, que par une démarche précise, l'avocat récupère l'intégralité de l'enquête. Et il est vrai qu'à la lecture de cette enquête-là, les dysfonctionnements que nous connaissons dans notre dossier étaient particulièrement mis en lumière dans celui-là, étaient encore plus graves que d'habitude, ce qui nous a amené à faire des démarches très particulières auprès du procureur de la République de Paris et à amener effectivement à une réouverture du dossier. C'est-à-dire que quand vous recevez l'enquête préliminaire une fois clôturée, vous vous dites quoi en la lisant ? Quand je reçois cette enquête, je me dis, ma première pensée, c'est vraiment, ils ont mis du leurre pour le classement sans suite. Tout était construit pour amener un classement sans suite, et je veux dire même d'une manière très grossière. D'habitude, c'est moins grossier que ça. Par exemple, chacune des familles auditionnées, nous aurons le procès-verbal d'audition. Alors déjà, nos clients vont nous dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans la lecture de ces procès-verbaux-là, mais chacun de ces procès-verbaux d'audition vont faire l'objet d'une synthèse, et la synthèse est à parfois l'opposé de la déclaration de la famille, de la mère ou du père. Les déclarations de l'enfant sont juste font l'objet d'une retranscription en quelques lignes, et même cette retranscription là, qu'on imagine parcellaire, va faire l'objet d'une modification dans le procès-verbal de synthèse. Pourquoi ce procès-verbal de synthèse il est important ? C'est en général le seul document qui va être lu par le procureur de la République. Ce sont des centaines de dossiers qui arrivent sur son bureau dans une semaine, et il n'a pas le temps de décortiquer l'intégralité des enquêtes, donc il va se fier à la synthèse, qui est censée être une synthèse objective de tous les éléments à charge et à décharge qu'il y a dans une enquête. Et ce procès-verbal de synthèse est totalement truqué, je dirais, et dans la retranscription des propos qui sont dans les procès-verbaux. Et je vais surtout découvrir dans ce procès-verbal de synthèse des propos qui me sont attribués dans le cadre d'un échange téléphonique avec une OPJ, propos que je n'ai jamais tenus. Donc j'ai envie de dire que cette synthèse d'enquête, on ne pouvait pas mieux faire pour amener un classement sans suite par la suite. Alors vous parlez de propos, vous parlez d'enregistrement qui concerne un échange avec une policière, donc dans le terme dans lequel vous ne vous retrouvez pas, et vous pouvez le démontrer, puisqu'il se trouve que vous l'avez enregistré, cette conversation. Oui, alors c'est pas habituel dans un cabinet d'avocats. Expliquez-nous pourquoi vous êtes allé jusque-là. La brigade des mineurs de Paris, c'est pas le premier dossier que nous avons à traiter directement avec eux, et nous avons eu pendant, je dirais, les 6 dernières années, beaucoup de clients, de plaignants qui ont pu nous exprimer leur incompréhension à la lecture des dossiers d'enquête que nous récupérions après des classements sans suite, en nous disant mais là il y a un procès-verbal d'attache téléphonique, je n'ai jamais dit ça par téléphone, je ne comprends pas. Nous allons avoir de manière très récurrente comme ça des plaintes de nos clients sur des propos qui n'ont jamais tenu ou qui ont été modifiés. Et ça, c'est un dysfonctionnement que nous avons depuis plusieurs années. Dès le début, dans cette enquête sur cette école-là, nous allons être submergés par les témoignages de familles qui vont nous faire état du fait qu'ils quand ils se déplacent à la brigade des mineurs, on refuse la plainte, de parents qui vont nous dire qu'ils ont appelé la brigade des mineurs et qu'on leur a dit que tout ça était un malentendu entre l'animateur en question et les enfants. Dès le départ, nous sentons les dysfonctionnements. Et quand je vais être dans l'obligation de prendre attache téléphoniquement avec la brigade des mineurs, dans un moment où moi j'ai en ma possession plusieurs plaintes qui sont déjà rédigées par mon cabinet, et nous parlons de faits de viol et d'agression sexuelle, je vais avoir cette précaution, au regard de tous ces dysfonctionnements que je connais, d'enregistrer la conversation. Pourquoi ? Parce que le procès-verbal d'attache téléphonique est un procès-verbal qui n'est pas soumis au contradictoire. Libre à l'OPJ qui a quelqu'un au téléphone de verser dans le dossier d'enquête, avec sa propre retranscription et ses propres mots, la teneur de cet échange téléphonique. Donc je vais effectivement prendre cette précaution au regard des attitudes, des dysfonctionnements que je connais de la brigade mineure, et tout particulièrement dans ce dossier. Et qu'est-ce qu'elle vous dit au téléphone, la policière ? Cette policière, elle va être très véhémente.
Elle va se sentir tout de suite attaquée par ce coup de téléphone fait par un avocat. Il va falloir tout un moment où je vais lui expliquer qu'on est là pour travailler avec eux, que nous sommes dans le même intérêt, bien compris, de manifestation de la vérité. Et je vais lui expliquer que les parents sont inquiets, qu'il est en train d'être dit qu'il peut y avoir un classement sans suite. Et je vais lui expliquer que j'ai plusieurs plaintes entre les mains et que je souhaiterais les lui communiquer, la rencontrer pour parler un peu de toute cette affaire un peu exceptionnelle. Et elle va le refuser. Elle va, à plusieurs reprises, sur plusieurs de mes questions, dire que ça ne l'intéresse pas pour le moment, qu'elle ne souhaite pas prendre ses plaintes pour le moment. Et ce à quoi je vais dire, dans ce cas-là, je vais devoir passer par le procureur. Mais c'est autorisé de ne pas accepter une plainte ? Ah non, la loi oblige... Alors comment vous expliquez qu'elle dise non, ça ne m'intéresse pas ? J'ai pas forcément des explications, je peux faire qu'un constat. Le constat est que sur la juridiction qui relève de Paris, nous n'arrivons pas à faire aboutir les affaires d'agression sexuelle et de viol au sein des écoles. La pratique que moi j'ai pu constater dans les dossiers, on en a quand même pas loin d'une quarantaine au cabinet, c'est qu'au-delà de 3 plaintes, ils arrêtent en fait l'enregistrement des plaintes au chiffre 3, voire 4. Tout ce qui arrive après est tout simplement rejeté, on ne rappelle pas les familles, parce que je pense que sur 2, 3 ou 4 plaintes max, le parquet n'a pas de velléité à aller plus loin dans la compréhension du dossier et qu'il est plus simple de faire un PV de synthèse qui amène à un classement sans suite. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté, très honnêtement, de cette brigade de couvrir des faits. Je pense que les dossiers de pédophilie à l'école sont des dossiers qui sont complexes, qui sont lourds à traiter, qui demandent un investissement humain, un investissement matériel colossal. Quand on parle de pédophilie à l'école, c'est potentiellement 300, 400, 500 auditions qui vont se faire au niveau des enfants. C'est une brigade mobilisée au moins sur 6 ou 8 personnes pendant des mois et des mois. Et c'est extrêmement lourd. Et la brigade des mineurs de Paris me semble être une brigade en souffrance de toute façon sur le plan humain et sur le plan matériel. C'est un choix qui a été fait, c'est une question de politique pénale, c'est une question aussi de volonté, je pense, de préserver l'image des écoles de Paris. Et je rappelle quand même que l'école, c'est un pacte entre les parents et la République. Vous confiez vos enfants en confiance et en sécurité dans ce lieu-là, et que ce pacte peut être fissuré avec ces histoires-là. Il y a beaucoup de choses qui pourraient expliquer, mais rien ne justifie en réalité cette réalité. Alors, parmi les dysfonctionnements, il y a le fait que les parents ne sont informés de ce qui se passe à l'école, ni par l'école, ni par la mairie. On a pu rencontrer 2 mères d'enfants scolarisés à l'école Dubois, 2 mères qui se sont senties abandonnées par les institutions. La première dit carrément ne pas avoir été du tout informée par l'école et avoir compris la situation bien plus tard en discutant avec des parents. Personne ne nous informe. Je me dis, mais comment on a été lâché complètement. En fait, on a été oubliés. Et on parle de notre enfant. Et ça, c'est d'une violence extrême. Et en fait, on se sent trahi par les institutions. Quand tu dis oublié, pour moi, on a été maltraités, méprisés, humiliés, rabaissés et jusqu'à insultés. Humiliée, dit cette mère, parce qu'elle a appris ce qu'il se passait par un mail de parents d'élèves la veille de vacances scolaires. Nous laisser un vendredi soir, veille de vacances scolaires, c'était les vacances de février, 15 jours, sans pouvoir joindre qui que ce soit, ni le directeur, ni la REV, ni la DASCO, ni la mairie, personne qui répond, avec un pauvre email comme ça qui nous dit qu'un animateur a été suspendu pour des faits graves commis sur des enfants. Je vous dis sincèrement, vous ne dormez pas pendant 15 jours. Alors, comme tu le disais au début, tu n'imaginais pas le pire, mais en 15 jours, là, on a le temps d'imaginer du moins pire au pire. C'est-à-dire, on imagine tout. On ne dort pas, on est à bout de nerfs, on se demande si on parle d'un animateur qui aurait tiré les oreilles, mis une fessée, une gifle, et on n'ose pas penser à tout ce qui peut tourner autour des agressions sexuelles. L'école finit par organiser 2 réunions d'information. Là encore, ce qu'il s'est dit semble surréaliste. Et ça se passe comment, cette réunion à la mairie ? Mal, parce que vous avez
il y a 168 enfants, il me semble, dans l'école, donc à peu près 200 parents, ou j'en sais pas, qui sont présents. Et tout le monde y va de ces questions. Comment se fait-il qu'un animateur se retrouve tout seul? Pas de réponse. Comment se fait-il que les toilettes des adultes communiquent avec les toilettes des enfants? Pas de réponse. Il y a aussi l'école à un moment qui nous dit oui, mais c'est des histoires de touche-pipi. Mais qu'est-ce qu'on raconte de touche-pipi? On parle d'adultes et d'enfants, c'est quoi cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut avoir autant d'irrespect, de mépris, d'incompétence pour dire cette formule? Le seul but de cette réunion, c'est de calmer tout le monde, minimiser les faits, il ne s'est rien passé, attention aux rumeurs. Alors ça, c'était les grands mots de la mairie. C'est toute la société, vous avez l'impression, qui vous laisse tomber. C'est vraiment, vous vous sentez doublement victime et du coup, vous perdez énormément confiance dans les institutions. C'est-à-dire que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas le droit de parler? Pourquoi on ne veut pas m'entendre? Pourquoi il y a une omerta? Pourquoi il y a silence? Mais cette affaire, personne ne voulait qu'on en parle. Tout le monde voulait que ça soit étouffé. Voilà, on entend ces mères qui estiment avoir été maltraitées, qui ne se sont pas senties écoutées, carrément lâchées par les institutions. Ce manque d'information, de considération, vous avez tenté d'y répondre en recevant jusqu'à 180 personnes, des familles, des écoles de l'arrondissement où l'animateur avait exercé. Ça non plus, c'est pas un travail d'avocate classique. Non, c'est un travail de service public, mais on le fait depuis très longtemps. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, tout le désarroi dans lequel se trouvent ses parents. Parce qu'aucun parent n'est préparé à recevoir un message en disant qu'un animateur a été suspendu pour des faits graves. Et surtout, les parents ne sont pas tout de suite aptes à aller sur le versant sexuel de cette violence. C'est-à-dire qu'ils ont 1 milliard de questions, ils ont une angoisse sans pouvoir y mettre des mots. Pour ces parents, c'est très, très, très compliqué d'aller sur un cheminement en se disant mais de quoi on parle? Est-ce que mes enfants ont pu être victimes de violences? Est-ce que ce sont des violences sexuelles, etc. Quand nous avons été amenés à recevoir ces gens-là, il y a une proximité géographique de notre cabinet avec cette école, c'est distant de quelques mètres, et des familles vont taper de manière discontinue à notre porte. Et les questions, ça va être mais quelles sont les procédures? Cet animateur est suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire une suspension? On ne va pas tout de suite être dans le registre de est-ce que selon vous mon enfant peut être victime de faits et de quel type de faits? Ça va être je cherche à comprendre quel est le message qui nous est délivré et qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant? Est-ce que je dois lui poser des questions? Est-ce que je ne dois pas lui en poser? Donc on fait un travail, je dirais, d'information sur qu'est-ce que c'est qu'une suspension, quel est le rôle de la mairie, quel est le rôle éventuellement de la police. Nous faisons un travail presque de psychologue, c'est-à-dire amener ses parents à ne pas être dans des questionnements qui vont être problématiques par la suite. Nous avons une forme de cellule d'écoute au sein de notre cabinet pour recevoir toutes les angoisses des parents. Bref, j'estime que dans ce cabinet, nous avons évité le pire dans ce quartier. Parce que effectivement, on aurait pu avoir une implosion là, qui était vraiment en préparation dans ce quartier, parce que des gens, quand on ne leur répond pas à leurs questions, qu'on les laisse avec les angoisses, on peut craindre le pire. Il faut savoir qu'un rapport de la mairie de Paris daté de 2015 dit lui-même la nécessité pour la ville, dans ce type d'affaires qui concerne l'un de ses agents, d'informer, de communiquer sur ce qui se passe auprès des concernés, des familles. Donc la mairie de Paris n'a pas respecté ses propres préconisations. Nous, on l'a interrogée et elle se défend en disant qu'elle estime avoir organisé des réunions, qu'elle estime qu'elle était limitée aussi par la brigade des mineurs qui lui demandait une certaine confidentialité de l'enquête et le respect de la présomption d'innocence. En tout cas, nous, les enregistrements des réunions entre les familles et la ville de Paris qu'on a pu obtenir, 2 enregistrements de 2 heures chacun, racontent quand même un énorme brouhaha, des questions dans tous les sens auxquelles la mairie ne répond pas, parce qu'au départ, les parents ne savent même pas de quoi on parle. Ils savent juste qu'il y a une suspension d'un animateur pour des faits à caractère sexuel, ce qui peut être un éventail quand même assez large de faits potentiels. Parce que, excusez-moi, mais à ce titre-là, c'est tout le processus du tabou.
C'est-à-dire qu'il est très compliqué, et dans les familles, mais au niveau des professionnels, de mentaliser, de conceptualiser, de verbaliser ce que peut être une violence sexuelle sur un enfant. Donc personne n'est préparé, personne n'a la compétence, personne n'a les mots. Et donc il y a une forme de confrontation qui se met à l'œuvre, deux parents remplis de leurs angoisses et dans une volonté de ne pas imaginer le pire, parce que c'est comme ça que fonctionne un parent, il ne va jamais sur le pire directement, et en face une mairie, des professionnels qui se refusent à aller sur un sujet qui est très angoissant également pour eux, où ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas les mots. Et au milieu de tout ça, vous avez une brigade des mineurs qui impose, qui fait injonction de silence. Donc vous avez tous les ingrédients pour que ça explose derrière. Et pourquoi en fait ces dysfonctionnements sont graves aujourd'hui? C'est-à-dire que on ne dira pas ici, c'est pas à nous de le faire, si cet animateur a commis ou pas ces crimes et délits, je le répète, il est présumé innocent, mais pourquoi ça a des conséquences graves sur l'enquête qui a lieu aujourd'hui et qui essaie de faire émerger la vérité? La manifestation de la vérité, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a des étapes qu'il faut faire immédiatement, c'est-à-dire qu'il faut aller recueillir les témoignages dans les écoles, il faut aller envoyer un certain nombre de courriers auprès des parents avec des termes simples et clairs pour savoir si tel ou tel enfant doit être auditionné. Il y a, je dirais, une mémoire immédiate des événements qu'il faut venir prendre, ce qui n'a pas été fait dans ce dossier-là. Il y a aussi des investigations de type perquisition, matériel informatique qui doivent être réalisées. Là aussi, ça a été fait de manière extrêmement superficielle. Et puis, dans tout ça, il y a quand même une parole d'enfant. Et cette parole d'enfant, elle n'a été prise par la justice qu'au bout de 2 années. Or, en 2 années, ces enfants, ils vont mûrir, ils vont poser des mots, ils vont être dans un travail thérapeutique. Et cette parole, quel sens va pouvoir lui en donner la justice? Quels sont les mots qui vont être utilisés? Comment ils vont être interprétés? Qu'est-ce qu'un avocat de la défense va pouvoir en faire? La manifestation de la vérité, elle demande à maîtriser plusieurs temps en même temps. Il y a le temps de l'immédiateté sur des actions rapides d'audition et de perquisition. Il y a un temps plus médian d'appréhension et d'accompagnement dans la prise de parole de l'enfant. Et puis après, il y a des temps d'investigation beaucoup plus lourds, beaucoup plus transversaux. Et on devrait déjà y être au bout de 2 années dans ce 3e temps-là. Les temps ont été intégralement inversés dans ce dossier, mais à l'égal des autres dossiers. Pour vous faire les choses plus synthétiques, on fonctionne comme un entonnoir dans ces enquêtes-là, c'est-à-dire que vous allez chercher, il va y avoir une plainte avec un enfant, on va faire tout l'entourage de l'enfant, on va faire les animateurs, on va faire éventuellement quelques ATSEM, et puis après on va aller au niveau supérieur, est-ce qu'au niveau de la hiérarchie il y a eu des retombées, etc. Bref, au fin de l'enquête, il y aura l'audition de cet animateur ou de cet enseignant. Ce sont des enquêtes qui ne sont pas adaptées, qui fonctionnent comme des délits communs. Or, on n'est pas sur un délit commun, les modes opératoires ne sont pas les mêmes que des délits de vol, de recel, etc. Et on a un mode d'enquête qui n'est plus adapté à ces réalités de pédocriminalité dans les écoles. Il y a une réflexion à avoir et je crois qu'on y est encore très loin. Eh bien, on restera sur ce constat pas très joyeux, mais nécessaire. Merci beaucoup, Maître Marie Grimaud, d'être venue sur le plateau d'Alerte Libre. Merci, Marine. On te lit, bien évidemment, sur Mediapart tout de suite, le 24h. C'est une vidéo issue d'une caméra de vidéosurveillance. Ça date de 2019. On y voit 6 jeunes. Ils n'ont commis aucun délit. Roulent en soirée dans le bois de Boulogne quand 3 voitures déboulent. Des hommes en sortent et les braquent. L'un d'eux tire même 2 fois sans sommation sur le véhicule. L'article de Pascal Pascariello raconte par le menu comment ces policiers ont agi en toute illégalité et comment, encore plus grave, la préfecture a dans un premier temps menti pour protéger l'auteur des tirs. Martine Orange, de son côté, détaille comment les groupes prétextent de la pandémie pour engager des plans sociaux liés dans la réalité à des erreurs ou des crises de direction. Pour notre consoeur, ces restructurations viennent mettre à mal le nouveau contrat social invoqué par le gouvernement dans le cadre de la loi Pacte. À la fin, c'est toujours le capital qui parle. Retour à l'enquête avec cet article signé par Fabrice Arfi, Pascal Pascariello et décidément Antoine Rouget
et Marine Turki sur ce plateau sur les ennuis judiciaires d'un monsieur sécurité chouchou des médias. Dans le détail, il s'agit du consultant télé Driss Ait Youssef, expert auprès du ministère de l'Intérieur, où il est question d'enveloppes de cash, d'œuvres d'art, de comptes offshore, et où Driss Ait Youssef se retrouve mis en examen aux côtés du petit-fils de Charles Pasqua. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, c'est Mathieu Magnodex aux commandes. D'ici là, bonne soirée à toutes et à tous. Salut!